Bon, personnellement, à part le lycée où j'étais déjà très très assumé, très jeune, non, j'ai pas eu. Vu que j'étais très bien dans mes baskets, très très jeune, en fait, l'image que je projetais, c'était d'un mec complètement assumé, bien dans sa peau. Et franchement, non, en fait, j'ai perdu ni amis, ni quoi que ce soit. Évidemment, ceux qui m'ont tourné le dos, ce sont mes copains d'école, parce qu'évidemment, à l'époque, on n'appelait ça pas ça du harcèlement, mais c'était du harcèlement. Et puis, mes parents qui n'ont pas accepté. Donc, je suis parti de chez moi à 18 ans, et puis voilà. Mais après, bon, avec les parents, ils m'ont jamais vraiment accepté en tant que LGBT. Mais comme j'étais leur fils, au bout d'un certain temps, on a renommé le dialogue, et voilà. Je les ai accompagnés jusqu'à leur fin de vie. En tant que fils, mais à part ça, non, dans ma vie, ni dans ma vie professionnelle, ni à l'extérieur, j'ai jamais eu, je sais pas, ça doit être probablement ce que j'imagine le fait d'être assumé et de projeter une image de mec bien dans sa peau et heureux, quoi. Moi, j'ai pas forcément le fait que je sois gay, mais en fait, c'est par rapport à comment je m'habillais et en fait, c'est ça qui était mal perçu parce qu'avant, je m'habillais très féminin, enfin, j'étais très femme. Et ça pouvait déranger certaines personnes d'être à côté de moi en fait, dans la rue ou de sortir au restaurant et d'avoir ces regards parce qu'en fait forcément on a des regards des autres et c'est plus ça qui dérangeait plus que le fait que je sois gay en fait. Donc souvent quand j'ai des amis qui m'invitaient ils me disaient « Oh JP s'il te plaît fais un effort, habille-toi normalement ». Enfin ouais mais pour moi c'est ça normal, enfin, c'est ma garde-robe elle est comme ça et c'est comme ça que je me sens bien et du coup je préférais ne pas y aller que de devoir en fait parce qu'en fait je savais que j'allais pas être à l'aise en étant habillée autrement et je me sentirais pas moi-même et donc je préférais ne pas y aller. C'est plus par rapport à cette image là où j'ai pu parfois eu des gens qui n'arrêtaient de m'inviter, arrêtaient de me voir parce qu'ils savaient que quand ils allaient me voir, qu'on allait traîner dans la rue, ça pouvait les déranger en fait. Ça s'est bien passé, tu dis que tu as été assumé, tu t'es assumé assez facilement. Je sais pas quel âge tu as, mais je suppose qu'à l'époque c'était moins facile de s'assumer et peut-être moins facile aussi d'être accepté sans avoir des problématiques même par rapport, je suppose, à la loi, aux autorités, à la police, etc. Parce que le peu de personnes que je connais, qui peuvent avoir ton âge, je pense, ont très mal vécu cette chose-là. Et du coup, c'est des gens qui ont du mal à s'intégrer dans la communauté. Alors oui, j'ai rencontré des problématiques évidemment par rapport à la loi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bar gay, il n'y avait pas de boîte, il y avait très peu de ces choses-là. Moi, j'ai 70 ans, hein, donc... wow. Donc, c'est vrai que dans les années 50, c'était pas facile. C'est vrai que quand tu allais draguer, parce qu'on allait draguer dans les parcs, des choses comme ça, bon, de temps en temps, il y avait des rafles, tu te faisais prendre, et à ce moment-là, effectivement, bon, ben, tu terminais dans le panier à salade, comme on appelait ça à l'époque. Oui, des rafles de policiers. C'est-à-dire les policiers arrivaient en masse dans un endroit où ils savaient que les garçons se rencontraient et voilà, nous ramenaient au poste. Enfin, c'était courant à l'époque. À l'époque, c'était très courant. L'homosexualité était pénalisée seulement en 1980. Étant donné dans les années 50, c'est sûr que c'était pas, à ce niveau-là, c'était pas facile. Mais j'ai jamais eu peur de rien. Moi, je suis un garçon un peu casse-cou. Donc, je suis très très tôt que j'étais gay, puisque je l'ai su, je devais avoir 8-9 ans à peu près, j'en ai pris conscience. Je me suis mis en couple avec un garçon, j'avais 20 ans, donc non, ça a été... non, j'étais vraiment, je crois que j'étais, pour mon âge, assez bien dans ma tête, ce qui est probablement, tu as raison, peut-être pas très courant. Parce que c'est vrai que la répression existait, c'est vrai que... La délation, être pas vraiment accepté, pas du tout accepté par ses parents, c'était un peu monnaie courante. Donc c'est vrai que je suis un petit peu un cas, probablement pour mon époque, un peu... Un cas d'école. Mais non, ça m'a pas posé de problème fondamental. J'étais quand même un des premiers à faire la première gay parade en Ile-de-France. On avait une plume dans le cul, on était 100 sur le boulevard Saint-Germain. Il fallait oser, tout le monde nous regardait, on avait des sifflets, mais je me disais, bah écoutez, si ça vous plaît pas, comme diraient les Américains, fuck off. Bah, moi, je l'ai rejoint très tôt, en fait. Hein. Je dirais, je suis plutôt sorti maintenant à mon âge parce que bon, bah, je suis marié, j'ai un mari, j'ai une vie, maintenant je suis à la retraite. Donc, c'est vrai que je suis plus... Mais je l'ai beaucoup fréquenté. Le premier mouvement quand tu es un jeune gay, c'est d'aller dans une association LGBT ou
où là tu peux te regrouper et te sentir peut-être un peu plus fort que toi tout seul dans ton coin. Tous les mouvements, toutes les manifestations qu'il y avait à faire, je les faisais parce que je voulais, j'étais ce qu'on appelle déjà fier, justement. La Gay Pride, n'oublions pas ce que c'était. Et puis j'ai vécu Stonewall à New York, qui a été une claque quand même, et je me suis dit maintenant il faut absolument que je participe à ce mouvement. Et donc j'ai participé à ce mouvement. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je dirais pas que je demande presque droit à l'indifférence, parce que c'est pas ça, mais je trouve qu'on a quand même pas mal réussi nos actions, parce qu'on a quand même maintenant réussi beaucoup d'acquis. Alors il en reste quelques-uns, notamment effectivement on en parlait tout à l'heure, pour la transphobie, des choses comme ça. Mais globalement, je trouve que ma génération, qui était globalement rejetée et qui avait droit à rien, s'est beaucoup battue. Je suis quand même content, 50 ans plus tard, de dire maintenant on peut vivre quand même quasiment normalement ce qu'on ne pouvait pas vivre il y a 50 ans. Moi j'ai connu le milieu, c'est dans les sorties, moi j'habite à Paris. J'ai commencé à côtoyer l'associatif parce que j'ai voulu transitionner quand j'étais plus jeune et ça a été complexe. Et en fait j'ai voulu voir des psychiatres et en fait je sais pas si on répondait vraiment à mes questions en fait. J'ai toujours eu l'impression qu'on me tournait un peu autour du pot, que pas tout le monde acceptait, que t'en avais qui étaient pro et d'autres contre. En fait il n'y avait pas de juste milieu et moi j'avais pas besoin forcément qu'on soit pour ou contre moi, j'avais juste besoin qu'on m'aide, c'était compliqué à l'époque. Et après j'ai commencé à rentrer dans l'associatif, alors c'était pas forcément LGBT mais c'est tout ce qui est aide et compagnie par rapport aux drogues parce que j'avais beaucoup de problèmes de drogue à l'époque, moi et mes amis. J'étais dans ce milieu de soirées nocturnes et compagnie, donc c'était très compliqué. Et après du coup j'ai déménagé en venant ici à Biarritz et c'est là où j'ai connu l'asso. Je l'ai connu parce que moi je suis danseur et ils m'ont demandé si je pouvais danser pour leur soirée, donc j'ai accepté, j'ai dansé et après ils m'ont dit bon si tu veux on cherche quelqu'un pour gérer la direction artistique pour la Pride et j'ai accepté, donc c'est comme ça où j'ai vraiment été intégré au système associatif, donc je suis très content d'en faire partie. Je pense que c'est très important, notamment c'est pas pour les gens qu'on voit le plus, au contraire c'est ceux qu'on voit le moins et qui savent pas, qui n'ont personne à qui parler, des gens qui peut-être se sentent très seuls. Et ce milieu-là, c'est vraiment très important pour ces gens-là. Je rejoins Pascal sur le fait que maintenant, c'est beaucoup battu pour nos droits et peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps justement qu'on en reste là entre guillemets. Il y a encore beaucoup de choses à faire accepter, mais qu'on justement on soit sur un pied d'égalité où en fait, il n'y a plus ce sujet de l'homosexualité et que ce soit juste quelque chose comme tous les autres, comme être hétéro, comme en fait ça devrait plus être un sujet et que l'indifférence ça serait plus dans le sens où justement qu'on nous laisse tranquille et que ça fasse comme si de rien n'était et que ça devrait être normal comme tout le monde dit et que parfois à vouloir faire trop de combats on fait reculer les choses et on crée de la haine. Au lieu de vouloir aller trop loin dans tous ces combats-là, ça peut créer encore plus d'engendrer de la haine pour des gens qui n'en avaient peut-être rien à faire et qui se disent « Oh putain, comment ça me saoulait » ou des choses comme ça. Ça reste personnel, mais c'est mon avis. Si je peux rebondir, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, j'ai souvent l'impression maintenant qu'à vouloir toujours trouver un nouveau combat, des fois, on risque de lasser les gens et que ça peut se retourner contre nous. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que j'ai eu quand même un grand combat depuis très très longtemps dans ma vie, qui très lié au départ au LGBT, c'est le sida. Parce que je suis d'une génération où on a tous perdu en 90 à 95% de nos amis. Moi-même, j'ai perdu mon compagnon. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai toujours milité, et je milite encore par contre, dans une association qui aide, plusieurs associations, mais notamment une qui aide, qui accompagne les malades du sida, ce qu'on appelle les oubliés du sida. Le VIH, ça fait partie de la vie des gays, et malheureusement c'est associé. Moi je le vis encore aujourd'hui parce que moi je suis séropositif, ça fait bien presque 8 ans et en fait c'est très difficile de le vivre en fait honnêtement parce que j'en connais plein qui ne le disent pas et qui le vivent un peu au travers de cette histoire de PrEP ou des choses comme ça et qui du coup ont du mal à accepter, donc du mal à assumer. Et c'est vrai que moi j'ai été plusieurs fois confrontée, si on me pose pas la question j'en parle pas forcément, mais c'est vrai que si on me pose la question je le dis, je suis honnête, j'ai aucun problème là-dessus, au contraire, je me dis que c'est important d'en parler. Et très souvent, je suis confrontée à soit plus de réponses, plus de nouvelles, je me fais complètement ghoster. Qu'importe la relation que j'ai avec cette personne, il y a même des amis avec qui ils n'osent plus boire derrière moi ou manger avec ma fourchette ou des choses toutes bêtes comme ça. Donc je pense qu'il y a encore quand même un combat là-dessus à faire. Alors ça reste une maladie qui est quand même grave et qui a quand même des conséquences.
mais j'ai perdu des amis qui se sont suicidés, des amis qui en ont eu marre et qui ont mis fin à leur vie d'une manière ou d'une autre par rapport à ça, parce que en fait, et je parle à tout le monde, là, je sais pas qui c'est qui va regarder la vidéo, mais quand quelqu'un vous parle de sa séropositivité, c'est quelque chose qu'il n'a peut-être pas parlé à d'autres gens. Il y a des gens qui n'en parlent même pas à leur propre famille. Et donc, quand après ils ont une non-réponse ou une ignorance de la part des autres, bah, ça fait encore plus mal. Et il y en a qui le vivent très mal et qui peuvent juste, c'était la personne de trop à qui en a parlé, qui s'est fait ignorer, ça va provoquer cette chose. Et donc, il faut répondre à cette personne et ne pas la laisser dans son ah t'es séropo alors je t'abandonne. Vaut mieux répondre et leur dire ok écoute moi ça me fait peur donc je préfère pas donner de suite, enfin de pas ignorer cette personne parce que ça peut être très difficile. Aujourd'hui on a des traitements qui sont assez puissants, assez forts et j'ai même un traitement que j'ai besoin de prendre que on appelle le 4/7, donc c'est 4 jours sur 7 par rapport à la semaine, où donc j'ai le droit à des jours où je prends pas de prise et qui sont assez costauds pour justement, ça s'appelle être indétectable et donc le virus en fait n'est plus efficace et donc il peut pas être transmis. On est suivi par des médecins, on est suivi à l'hôpital, moi j'ai des rendez-vous tous les 6 mois à l'hôpital, on serait même plus clean que des gens qui justement ne savent pas, couchent sans capote, attirent l'arigot avec Pierre-Paul Jacques, les voisins, les voisines, et qui se prétendraient clean alors que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait de test. Alors moi, le message sur le sida, c'est que d'abord, ça a commencé chez la communauté LGBT, mais maintenant tout le monde est touché. Ce n'est plus la maladie des gays, malheureusement. Et effectivement, les traitements sont très efficaces, mais pas pour tout le monde. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui sont réfractaires. D'autre part, il y a quand même des effets indus, des effets secondaires qui peuvent être très importants pour certaines personnes. On meurt toujours du sida. C'est bien de banaliser, mais ça peut être dangereux aussi. Et effectivement, je suis complètement d'accord. Effectivement, si les gens ont une charge non détectable, justement, effectivement, ils sont beaucoup plus safe que des gens qui, comme l'a dit Jean-Philippe, ne sont pas testés et font un peu n'importe quoi. Donc c'est encore à manier avec prudence, parce que on a beaucoup progressé, mais le combat n'est pas terminé.